Donc, allô, allô, mes amis, Myriam Kaiser à nouveau avec vous en ce magnifique vendredi soir pour une autre belle rencontre, Brandir son flambeau. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec une professionnelle pour qui j'ai un immense respect, une profonde admiration. Non seulement elle a un parcours professionnel magistral, mais surtout, elle a un courage immense et une lucidité saisissante. Donc, pour moi, sa présence, sa douceur sont très éloquentes et Dieu sait si on a besoin d'être de sa trempe. Donc, sans plus tarder, mes amis, je vais vous demander d'accueillir avec moi une femme que vous adorez et qui le mérite amplement. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, accueillons ensemble Madame Lucie Mandeville. Allô, Lucie. Bonjour Myriam, c'est touchant la manière dont tu me présentes. Wow. Ben, c'est vraiment du fond du cœur que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour la personne que tu es, ce que tu dégages, cette espèce de présence bienveillante et le courage de la professionnelle qui a osé. Euh, Écoute, les gens t'adorent, puis j'ai envie ce soir, si tu le veux bien, qu'on te suive sur les sentiers de ta vie, que tu nous racontes d'où tu viens, qu'est-ce qu'a ressemblé ton enfance et qu'est-ce qui t'a mené à être qui tu es aujourd'hui. Ah ben merci Myriam, c'est un privilège de pouvoir parler de soi comme ça. Mm. Alors OK, j'embarque dans cette aventure. Mm. Donc, t'es née où, Lucie? Je suis née dans la banlieue de Montréal, banlieue sud, à Saint-Bruno. Ah Mes oui. parents étaient des commerçants. Il y avait une quincaillerie qui était assez connue, la quincaillerie Mandeville, qui se trouvait à être en face de l'église. Alors, c'était au centre du village, c'est une ville maintenant, là, c'est assez grand. Alors, je suis née là. Mes parents, c'est des gens qui viennent de Montréal, puis sont venus s'installer à Saint-Bruno après avoir eu ma sœur, qui est un peu plus vieille que moi. Puis après, c'était le tour de mes deux frères. Donc, vous êtes 4 enfants On est 4 enfants, c'est ça. et toi, tu es la deuxième. Oui, exactement. Et dans quel genre de nid tu es arrivé? Est-ce que c'était un nid heureux, bienveillant ou ça ressemblait à quoi? Ouais, j'ai aucune histoire d'horreur à raconter là-dessus. C'est une vie tellement simple, mais de deux parents très travaillants. Tu sais, avec une quincaillerie, ben, les deux travaillaient, puis ça, je pense que ça a influencé un peu là, je dirais ce qu'on a vécu dans la famille, c'est-à-dire que mes parents étaient souvent très occupés et bon, éventuellement aussi le dimanche, parce que quand je suis née, moi, les commerces n'étaient pas ouverts le dimanche, mais plus tard, ça a changé. Alors, c'était tranquille. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est mon père, bon, mes parents étaient pas riches. Ils étaient assez pauvres. Je me souviens, dans le temps, mon père n'utilisait pas sa voiture l'hiver, faisait du push jusqu'à Montréal parce qu'il était pompier. Puis OK. par la suite, ben, il était pompier et concierge. Alors, tu vois, c'était vraiment une vie très, très simple qu'on avait. Puis après, c'était un visionnaire quand même. Alors, il a fait une étude de marché, puis il a décidé de partir sans avoir la compétence pour le faire, un commerce en quincaillerie. Puis il a parti ça avec son frère qui l'a aidé, qui connaissait un peu mieux ça. Puis ma mère, qui était une femme qui avait envie aussi là, de travailler, ben, elle s'est jointe à lui. Puis ils ont fait ça toute leur vie, tellement que, bon, je pourrais revenir sur mon passé très jeune, mais ma mère a travaillé jusqu'à 82 ans. C'est pour Wow. te dire. Mon père est décédé plus tôt, là, mais c'était deux personnes qui travaillaient beaucoup, puis ça, je pense que ça m'a influencée. Je ressemble beaucoup à ma mère et à mon père aussi. Alors, je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans ma vie. Je suis une work alcoolique. Ah oui. Alors, c'est ça. On était 4. On a eu la chance de faire beaucoup de sport. En banlieue, tu vois, c'était pas la grande ville. Donc, on était sur une rue où on jouait avec nos voisins dehors. On se connaissait tous. Puis, il y avait les sports d'équipe. Alors, tous les enfants là, de la famille, on a fait du sport. Moi, j'ai fait du sport compétitif. Alors, j'avais la chance d'avoir du talent. Alors, je T'as me fait suis quel rendue. sport? Je faisais de l'athlétisme. Alors, j'ai performé en athlétisme, Ah en oui. course de demi-fond,
entre autres. Et puis, j'étais dans des équipes de sport féminin. Je faisais de la balle molle et de la ringuette, puis j'étais dans les équipes intercités. Alors, j'étais pas mal bonne dans les sports. Wow! Entre autres. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai 61 ans, mais je suis encore très en forme. Je me suis toujours tenue en forme. J'ai étudié en éducation physique un petit peu, ce qui fait que j'ai toujours eu cette conscience de avoir un esprit sain dans un corps sain. Ça me décrit bien. Je me suis toujours entraînée. Même plus tard, j'ai fait beaucoup de jogging, du sport de plein air aussi. Donc, c'est ce qui fait que tu dégages cette santé, cette jeunesse. Peut-être, ça fait partie de ça, mais c'est pas faux, là. Je suis très en santé. Puis je suis très en forme, là, en général. J'aime beaucoup travailler physiquement. Bon, on pourra en parler plus tard, mais je vis en Suède, dans une maison, dans le bois, où il y a du travail manuel à faire. Alors, je rentre mon bois. J'aime beaucoup travailler dehors. Pour moi, c'est la santé. Donc, travailler physiquement, tu es habile de tes mains pour faire ça? Non, je ne suis pas habile, je trouve pas. J'aime ça. Je suis plutôt quelqu'un qui aime corder du bois. Tu sais, je trouve que ça me représente bien. J'aime faire des tâches qui ne demandent pas de compétences, mais qui demandent une énergie. Mais Okay. non, je suis pas bonne. Moi, j'ai vécu presque toujours seule avec mon garçon. Je suis une femme qui avait une famille monoparentale, comme on dit. Alors, je faisais la job d'homme et de femme, mais j'aimais pas vraiment ça. Et puis, quand j'ai pu me payer des spécialistes pour, par exemple, rénover la maison, ça m'a fait un grand plaisir. Je ne suis pas le genre de personne qui va faire de A à Z là, tout ce qui concerne la maison. Mais tu vas mettre la main à la pâte. Je vais faire la job qu'il y a à faire, oui. Oui, j'aime ça participer, mais je ne me considère pas experte, alors j'aime bien consulter les gens qui en savent plus que moi. Je pense que ça me représente bien de savoir dire, j'ai ces compétences-là, je les utilise, mais toi, tu as d'autres compétences, puis ensemble, on peut faire quelque chose de tellement bien meilleur que si j'étais seule, par exemple. Mm-hmm. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'à l'adolescence, c'est le sport qui a pris beaucoup de place? Est-ce que c'est le sport? C'est ça, j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais jeune parce que, je vais te raconter une petite anecdote qui est très personnelle d'ailleurs, que je raconte pas à grand monde, mais je me dis, bon, les gens sont peut-être curieux de nous connaître plus profondément. Absolument, oui. Ma sœur aînée, elle a été malade assez jeune et à cause de ça, ma mère a dû s'occuper d'elle et moi, je me souviens très bien d'un moment où elle m'a dit: «Lucie, toi, tu es capable, alors débrouille-toi», mais tu sais, avec la bienveillance et ça a marqué, je crois, ma vie. Je me suis débrouillée tout seule parce qu'aussi j'avais la capacité de le faire. J'étais bonne à l'école, j'étais bonne dans les sports, j'étais une personne très aimée aussi, j'étais bienveillante. Je me souviens au primaire, comme j'étais bonne à l'école, j'aidais ceux qui avaient plus de difficultés. Il y avait une classe d'enfants, je pense que c'est allégé le terme qu'on utilisait, une classe vraiment spéciale. Puis je me souviens que dans la cour d'école, les autres enfants se moquaient d'eux. Puis moi, j'étais la personne qui disait: hey, attendez, là, on va arrêter de faire ça, là, c'est vraiment pas bon, on va s'occuper d'eux, on va en prendre soin, on va les intégrer dans nos jeux. Puis tu sais, je sais pas, j'avais 8, 9, 10 ans, là. Alors, c'était vraiment ça. Oui, puis après les sports, j'étais grande et puis j'étais un peu athlétique, alors je performais aussi dans les sports. Ça fait que oui, on s'est investi beaucoup dans les sports, mais à l'école aussi. J'étais plutôt Ce que tu viens de raconter te décrit très bien quelqu'un qui prend soin, qui a cette douceur-là. Moi, je trouve que c'est pour moi, ce qui te décrit, ça, en te rencontrant, j'ai trouvé même que ça te démarquait d'avoir cette espèce de douceur puissante en même temps. C'est très, très beau. Très, très beau. Merci, merci. Mais je pense que c'est ça, c'est présent depuis toujours. Ce goût-là, quasiment, c'est même pas juste un goût, je pense que c'est un élan. Je pense qu'on est plusieurs à le dire, on ne pourrait pas faire autrement que ce que je fais en ce moment depuis le début de cette crise, c'est d'aider. Oui, hein? Puis oui. Oui. Mais est-ce que c'est comme quelque chose qui était héréditaire ou tu vois où c'est la maladie de ta sœur? C'est quoi qui a développé chez toi ce besoin de cet élan de prendre soin avec autant de bonté?
C'est une bonne question. Tu as parlé d'hérédité. Ma mère, c'est une personne qui était très bonne. Tu sais, la bonté même, je pense que tous ceux qui connaissent ma mère diraient ça, c'est la bonté même. Wow. C'était, puisqu'elle est décédée. Mais je pense que j'ai hérité de cette bonté-là, si on peut dire, une générosité. Puis j'avais l'aptitude, les aptitudes pour le faire aussi. J'avais pas beaucoup de soucis pour moi-même, tu sais, Mm. puisque ça coulait, alors, et que j'avais l'énergie pour le faire, ben, je me suis tournée vers les autres. Puis je vais être honnête, c'était beaucoup plus facile pour moi d'écouter les autres que de parler de moi. C'était très confortable pour moi d'être là pour les autres. Je ne sais pas si c'est par pudeur que je me révélais pas beaucoup, mais aussi, je suis une lion. C'est mon signe. Je ne sais pas si les gens croient à ça, mais je me sens Oui. vraiment une lionne dans le sens que je sais pas, c'est un peu au-dessus des choses. Je ne sais pas comment décrire ça, mais j'ai pas beaucoup de problèmes personnels, par exemple. Ce qui me Mm. dégage et puis qui me permet d'offrir tout ce que je peux aux autres. J'aime pas ça dire ça. C'est un exercice qui est pas facile pour moi, ce qu'on fait en ce moment, Myriam. Bien, je trouve ça important parce que moi, je l'entends de différentes façons en même temps. C'est comme ça laisse entendre à quel point il y a des gens qui ont eu des parcours un peu plus faciles, puis on voit que quand tu es dégagé intérieurement, tu es capable d'être plus ouvert à d'autres, mais il y a des gens qui l'offriront pas nécessairement. Toi, tu l'as offert depuis l'enfance, que j'entends, puis tu le fais bien. Puis c'est merveilleux, ça montre à quel point nos dons, nos aptitudes, nos talents, quand ils sont mis au service, ils servent. Puis présentement, tu fais une énorme différence. On va revenir sur les marches puis tout ce que tu as mis en place. Mais donc là, j'entends que comme adolescente, tu as eu cet intérêt-là. Puis aussi, il y a quelque chose dans ce que tu dis où est-ce que tu es une lionne, tu es une lionne douce. Mais en même temps, la douceur que tu as quand on t'a côtoyé un peu, on sent qu'il y a une force derrière cette douceur-là où est-ce que tu ne seras pas décentré ou déstabilisé. Et ça, c'est puissant comme c'est pas possible. Ah, c'est intéressant. Mais je te disais avant qu'on rentre en onde que c'est peut-être aussi un peu mon âge, je ne sais pas, à 61 ans, puis après avoir travaillé pendant un bon bout de temps, à aider les gens à comprendre l'humain, je dois dire que j'ai toujours eu une passion pour l'humain. J'étais curieuse, je voulais comprendre, puis ça continue, hein? Je passe mon temps à dire, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est vraiment une passion que j'ai. Alors, il y a tout ça. L'âge, c'est le fait, tu sais, d'avoir travaillé longtemps, justement. Puis ce temps-là à essayer de comprendre les gens et à les aider, ça me permet de prendre une distance, un recul, puis qui me dégage, effectivement. Mais je sais pas, c'est tout ça en même temps qui fait que je me retrouve là à avoir cette personnalité-là, ces compétences-là, comme chacun. Parce que ce que tu as dit tantôt, je trouve ça important. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais en psychologie, quand j'ai choisi cette voie-là, parce Oui, que c'est ça. Je veux que tu nous dises on comment va y tu en aller. es arrivé là. Oui, OK. OK. C'est ça. Bon, j'étais une sportive, donc la première voie que j'ai prise, c'est celle de l'éducation physique. Mais je ne me voyais pas comme prof d'éducation physique. Alors, on pourrait y revenir, ça aussi, là, mais j'ai quitté l'université à ce moment-là. J'ai passé à peu près 5 ans à voyager, à vivre, à enseigner du théâtre, de la danse, à faire toutes sortes de Ah oui? choses. Et par la suite, je suis revenue à l'université parce que j'avais commencé à faire une formation en psychothérapie. Puis là, les gens me challengeaient parce que je n'avais pas de diplôme universitaire. Puis moi, je me suis dit, je vais leur prouver que je peux faire, tu sais, que je peux devenir psychologue sans problème. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée à l'université. Puis j'ai fait une formation comme psychologue. À ce moment-là, ça nous demandait la maîtrise. Puis après, je voulais enseigner. Alors, j'ai fait tout de suite un PhD pour pouvoir enseigner. J'avais commencé à enseigner comme chargée de cours à l'université, puis je n'ai pas arrêté. Là, pendant 25 ans, j'ai fait ça. Alors, c'était un peu mon parcours, puis l'attrait que j'avais. Et donc, j'ai eu un PhD, j'ai enseigné. Et j'étais j'étais assez fière de pouvoir dire à ceux qui méprisaient, tous ceux qui étaient dans un mouvement plus alternatif d'aide, tu sais, qui les regardaient de haut, ben, que n'importe qui. C'est n'importe qui veut faire une carrière universitaire puis avoir un titre peut le faire. Mais maintenant, Myriam, je suis tout à fait ailleurs parce que je me rends compte comment ce trajet-là m'a déformée plutôt que formée, même si je suis restée
authentique. On disait de moi à l'université que j'étais pas un prof comme les autres. Je parlais pas pour ma patrie non plus. Je considère qu'en ce moment, quelqu'un n'a pas besoin d'avoir un titre pour être compétent et au contraire que l'université est une trajectoire qu'on doit remettre en question maintenant. J'ai trop vu de choses absurdes, de biais dans le monde universitaire et maintenant je porte un regard critique. Pas pour dire que les gens qui nous enseignent sont tous des gens à côté de la traque. Non, il y avait des bons profs, mais il y avait aussi des profs qui, à mon sens, n'ont pas fait bien leur job. Je parle un peu de n'importe quoi, là. Alors redirige-moi là où tu veux que j'y aille. Non, mais c'est très intéressant de voir aussi tout ce changement tu sais, on se module hein, dans la vie, puis les choses nous amènent à avoir des regards différents. Et je trouve ça très intéressant que tu en parles parce que ça nous permet aussi de ne pas se rigidifier dans nos positions au travers de nos démarches personnelles. Oui, et puis s'ouvrir parce que là, tu sais, la crise qu'on vit pour moi, elle est multiple. C'est pas que une crise dite sanitaire. Bon, moi, j'ai jamais cru, on pourra en parler aussi, j'ai jamais cru. Du début, j'y ai pas cru. Et je me rends compte maintenant, après avoir essayé de comprendre pendant 2 ans presque, que c'est une crise dans tous les domaines. Il y a eu un changement depuis à peu près 25 ans, c'est ça, une orientation dans les domaines de l'éducation, de la médecine évidemment, en psychologie, en journalisme, partout en loi, sur le plan de la justice, il y a eu un changement qui parle. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on voit, c'est l'aboutissement de ce changement-là. Et pour moi, c'est une occasion aussi de remettre tout en question. Alors, je remets en question mes études. J'ai toujours remis en question mon travail comme professeur. D'ailleurs, mon PhD portait sur les compétences de futurs psychologues. Je leur posais la question, qu'est-ce qui vous a aidé à devenir ce que vous croyez être un futur bon psychologue? Et les gens ne me parlaient pas de l'université. Puis j'en étais convaincue qu'à l'université, c'est pas là qu'on apprend à être un bon professionnel. Tu vois, alors dès le départ, je remettais ça en question. Puis maintenant, encore plus que jamais. Et c'est pour ça que des fois, je suis contente de participer. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis contente d'aider. Essentiellement, c'est ça, je suis contente d'aider, puis je vais le faire jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de moi. Mais je veux dire aux gens que c'est pas parce que j'ai un statut, surtout pas parce que j'ai un statut, que je le fais mieux que n'importe qui, là. Tout le monde, peu importe le titre qu'il porte, et même s'il n'en porte pas, c'est ça que je découvre. Un Joe Lindico peut nous parler de loi mieux qu'un avocat, par exemple, qui a fait des études universitaires, parce qu'il a cet intérêt-là. Il a cette capacité, ou je pense surtout cet intérêt-là. Alors, n'importe qui est. Et je vois que la population, le peuple est un peu en attente que des experts se prononcent. Et je suis la première à dire, attendez pas. Non. Vous avez ce pouvoir-là. Et puis, c'est justement ce qu'on doit faire, sortir de ces titres-là, puis vraiment comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, le fait que tu sois aussi scolarisé, que ce soit toi qui dises ce que tu es en train de dire, ça a quand même un impact. Puis, c'est vrai ce que tu dis, que tu sais, il y a des parcours de vie, il y a des dons naturels, parce que tu parles de Joe, on pourrait parler, voyons, son nom m'échappe, il y en a un autre là, qui, parce que je veux le dire, là, qui est très fort aussi au niveau des lois. Et effectivement, c'est des gens qui ont zéro scolarité. Jean-François Dubois a été quelqu'un qui a été remis en question, remis à sa place justement par le groupe des avocats, parce qu'on lui a dit, tu es juste étudiant, tu ne peux pas te permettre de dire ton avis juridique. Moi, là, je vais vous le dire, puis j'espère que vous allez me croire, je ne sais pas comment dire ça, mais n'importe qui a le droit de parler de ce qu'il sait sur un plan juridique, psychologique, médical. Il n'y a pas de titre qui peut prétendre avoir la vérité et être le seul à pouvoir parler de ça. En médecine, par exemple, j'utilise souvent cet exemple-là, j'ai publié un livre
Malade et heureux, point d'interrogation. Et lorsqu'il est sorti, c'est un best-seller tout de suite quand il est sorti, puis tant mieux. Là, j'étais contente de pouvoir apporter quelque chose sur le plan d'une compréhension plus holistique de quelqu'un qui est malade puis qui veut s'en sortir. Alors, la réaction de ceux qui croyaient à cette chasse gardée de la médecine, ça a été de dire, tu n'as pas le droit de parler de ça. Pardon, je disais, les connaissances en psychologie peuvent éclairer quelqu'un qui a une maladie physique, parce que maintenant, il y a des liens tellement étroits entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps. Alors, les médecins, quand ils disent qu'ils sont les seuls à pouvoir parler de ce qui guérit le corps, de ce qui soigne, de ce qui nous aide, moi, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est? Comment c'est qu'on est rendu là? Ça n'a aucun sens. Puis laissez-vous pas vous faire dire ça. Et c'est la même chose en psychologie. Chaque personne qui a un intérêt pour ce domaine-là peut parler de ce qu'il sait. L'autre devant lui peut décider ce qui a du sens pour elle, pour lui. C'est ça. Mais c'est tous les ordres professionnels qui ont amené à ça, où est-ce qu'on ne peut plus parler de rien. Je fais juste regarder toutes les connaissances des Amérindiens au niveau des plantes et tout ça. C'est devenu... t'es passible de tout quand tu parles de ça, mais quand on réalise ça, c'est là où je pense qu'on est directement sur l'autoroute des dérives qui ont mené à ce qu'on est. On est direct dans le mille. Oui, puis tellement dans le mille qu'on voit plus clair. Pour moi, c'est l'occasion rêvée. Moi, je le vis comme ça, c'est un cadeau ce qu'on vit. À côté de cette souffrance, de cette dérive dont tu parles, de l'isolement des aînés, du tort qu'on fait aux enfants qui va être à réparer, malgré cela, et peut-être que ça prenait ça, comme dirait justement, ça prenait ça, et je suis du même avis pour s'ouvrir les yeux et sortir de cette voie-là. Puis c'est ça qu'on va faire, on sort. Oui. Puis ça prend le peuple entier. Ça prend, je sais que ça ne prend pas l'ensemble de la population, mais ça prend un groupe suffisant qui dise ça suffit. On ne croit plus à ça. Puis, je veux dire, on a tous une vie à vivre, puis on va la vivre comme on la veut, dans le plus grand respect. Le mot respect, pour moi, il est avant les compétences. C'est ça qui devrait primer. Je me respecte, je te respecte. Je vous respecte, je nous respecte. Et ce respect-là, je crois qu'il est sorti de ces ordres. Les ordres professionnels devraient avoir ça comme premier mot, comme éthique. Tous les ordres professionnels ont une éthique, mais ils sont passés à côté de leur éthique. En ce moment, on ne voit pas du tout l'éthique de ces ordres professionnels. Non. Le nom que je cherchais, c'était Ronald Maranger. Ah, OK. Dans SOS. Québec, oui. Lui, il taille des haies, là. C'est un gars qui travaille les arbres. Puis l'intelligence aussi, il me fait un peu penser à Joe au niveau des connaissances. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis c'est ce respect-là qu'on sent de toi qui fait que ça l'englobe toujours l'être humain qui est devant toi, ta façon d'écouter, ta façon d'être présente. Moi, c'est une des choses qui m'émeut le plus quand je rencontre quelqu'un. Mais si on revient à ton parcours, donc tu as eu une adolescence qui a jonglé entre le sport et l'intérêt pour l'être humain. Tu es allé à l'université, tu as fait ta maîtrise. Ton doctorat, est-ce que c'est en psycho ou ton doctorat, il était en quoi? C'est en andragogie. Alors, pourquoi? Parce que le thème de mon doctorat est sur la psychologie, mais à ce moment-là, j'étais à Sherbrooke. Le directeur le plus proche était à Sherbrooke, puis lui est en andragogie. Alors, j'ai fait un PhD là-dedans, mais ça m'a quand même permis d'enseigner comme prof à l'université. Pour nos auditeurs, c'est quoi l'andragogie? C'est l'éducation aux adultes. OK. C'est ça, l'éducation permanente. Donc, je me suis intéressée dans le fond à... Bon, j'ai questionné des étudiants en psychologie pour connaître qu'est-ce qui avait été le plus marquant dans leur apprentissage. Fait que c'est ça, oui, j'ai traversé tout ça avec de multiples intérêts, puis à travers ça, le voyage. Je pense que c'est important de mentionner ça parce que j'ai quand même fait une parenthèse à l'intérieur de ces études-là de 5 ans où je suis devenue une bohème, si on peut dire. Oui, parce que j'ai voyagé beaucoup, puis ça, c'est important de le mentionner parce que des fois, avec du recul, je me dis, regardons, ça a du sens maintenant, ce choix-là que j'ai fait. Quand je suis partie, j'avais 21 ans.
j'ai quitté l'université et j'avais une intention qui est assez particulière, qui était de me prouver qu'il y avait de l'amour dans ce monde. C'est fou, hein? Alors, j'ai pris l'avion, j'ai atterri en Allemagne, j'ai fait du pouce pendant un bon bout de temps, toute seule, sac à dos. Et pour moi, c'était de démontrer qu'il n'allait rien m'arriver parce que les gens sont bons, fondamentalement. J'étais un peu particulière. Moi qui avais été l'élève modèle pendant tout ce parcours-là, je suis sortie complètement. D'ailleurs, je me décrivais comme une révolutionnaire tranquille parce que je faisais pas de vagues, je parlais pas fort. Moi, j'étais pas une féministe du tout, mais j'étais tellement les deux pieds sur terre, ancrée dans ma conscience d'être moi-même, quelqu'un qui a une valeur que je me laissais pas bourrasser par les vents dominants, si on peut dire. Je sais pas comment. J'étais vraiment à droite. Et là, j'ai décidé que, bon, ça suffit les études. Je vais aller voyager, je vais aller connaître moi, puis la vie, puis les gens. J'ai beaucoup appris dans mes voyages. J'ai rencontré, bon, je me suis mariée avec un Hollandais à ce moment-là, mais j'étais 5 ans à vivre au Québec, vivre en Europe, faire du pouce. C'est ça. C'est là que j'ai enseigné le théâtre et la danse. Toutes sortes de choses tu pourrais passer comme une fille qui vient de ces coins de pays-là, de toute façon. Hein? Oui, je passe bien ici, même en Suède, avec les blonds, c'est vrai, les grands blonds. Ben oui. Oui, c'est ça. C'était vraiment un apprentissage pour moi. J'aurais pas pu. C'était impossible pour moi de continuer le parcours normal. Je pense que c'est aussi significatif, je le disais parfois aux étudiants qui voulaient être admis en psychologie. C'est très difficile d'être admis en psychologie au doctorat, par exemple. Puis je leur disais, regardez, je trouve que c'est plus instructif de quitter l'université puis de vivre sa vie un certain temps et revenir en sachant mieux ce que vous voulez, en vous connaissant mieux aussi, puis avec cette maturité-là, en pouvant travailler. D'ailleurs, je trouvais ça absurde de dire comme ça que des jeunes de 20 ans deviennent psychologues. Ouais. Moi, ça allait pas de soi. Alors, moi, j'ai vécu ça, ce recul, cette goûter à la vie, pouvoir saisir la profondeur de la vie. Puis je pense que ça me décrit bien, puis c'est quelque chose qui a teinté aussi mon enseignement, puis ma qualité d'être comme psychologue quand j'ai travaillé auprès des gens. J'étais enracinée, si on peut dire, alors qu'à 20 ans, on ne se connaît pas trop, surtout maintenant. C'est jeune, 20 ans. C'est jeune, c'est jeune. Mais tu disais que quand tu es partie en voyage, tu avais besoin de te prouver que l'humain était bon. Est-ce que dans tes voyages, tu as conclu que l'humain était profondément bon? En fait, je croyais fondamentalement que l'humain était bon. Puis d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien savent que c'est resté comme ça. J'ai toujours cru que l'humain est fondamentalement bon, même si j'ai rencontré de mauvaises personnes. Oui, en fait, dans ce voyage-là, imagine, là, j'étais sur le pouce seule, puis je suis partie et j'ai traversé des pays. Dans ce temps-là, en Yougoslavie, avant la guerre, les filles ne voyageaient pas sur le pouce seules. Est-ce qu'il t'est arrivé des pépins, là, ou est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce que tu faisais là? Ou... Oui. Oui, c'est arrivé. Je te suis si tu as envie d'en parler, sinon c'est correct. Ah, j'ai aucune gêne. Il n'y a rien arrivé de grave. Mais oui, c'était une journée qui était très insécurisante. Dans le fond, assez pour que je décide d'arrêter de voyager sur le pouce et j'ai décidé de prendre le train pour me rendre en Grèce où je m'en allais. Alors, puis après, par contre, j'ai continué en Grèce, j'ai couché sur la plage, tu sais, j'ai couché dans les parcs, puis non, en fait, en général, il m'est arrivé que de belles expériences. Alors, tu t'imagines une fille seule, les gens, puis en ce moment, en Suède, je vis seule. Si tu savais, Myriam, comment je suis gâtée par la vie. Parce que, je ne sais pas c'est probablement ça, une femme seule, une fille seule, ça l'attire aussi beaucoup de sympathie. Les gens sont là, ils t'aident. Moi, j'ai été aidée, on m'a offert un lit pour dormir, on m'a offert de la nourriture quand j'étais plus jeune. Puis là, les voisins... Alors oui, je me suis prouvé encore une fois que les gens sont bons, mais c'est vrai que là, ce qu'on assiste, c'est... J'essaye encore de le comprendre, mais il y a comme... On entraîne les gens
vers un pan de leur être qui n'est pas nécessairement bon, même si je crois qu'à l'intérieur de nous, on a tous cette bonté-là, on peut faire un choix qui est un choix à cause de l'argent. Quand on dit on va te donner plus d'argent si tu fais telle action, par exemple, ou encore on vit des sentiments qui ne sont pas toujours bons. Moi aussi, on est tous des humains. Là. On vit par exemple de la jalousie, on peut vivre de la haine, de la colère. Puis ça nous entraîne à faire des actions qui sont nocives pour soi puis nocives pour les autres, là, évidemment. Alors oui, j'ai connu ça, mais moi, tu sais ça, je retiens de ma mère, je suis toujours tournée vers les aspects plus positifs de la vie. Et dans le fond, l'idée, puis bon, je me suis intéressée au bonheur, à la psychologie positive, et c'est parce que ça me ressemble beaucoup aussi. Alors, on dit que les gens qui sont positifs ou optimistes, c'est pas parce qu'ils vivent pas des moments difficiles, mais ils en sortent plus rapidement. Et c'est ça, j'en sors très rapidement de ce qui va pas bien. Mais c'est aussi que cette certitude que tu as dans la bonté de l'humain, elle irradie quelque chose qui va chercher ça. Puis moi, j'ai expérimenté que quand je suis dans des périodes qui vont bien, ou est-ce que je suis ouverte sur les autres, il y a plus de choses d'ouverture qui se présentent à moi, alors que quand je suis plus contractée, c'est plus, je vais expérimenter plus ça. C'est fait comme ça, hein? C'est vraiment ça, Myriam. C'est démontré aussi scientifiquement, là, mais j'ai pas besoin de dire ça. Tu le sais, tu l'expérimentes. Les gens l'expérimentent autant du bon côté que du mauvais côté. On se rend compte que, comme tu as utilisé le mot irradier, comme je te dis, c'est démontré scientifiquement. Quand on a une vision très positive de la vie, on agit en fonction de cette vision-là et c'est perçu inconsciemment par les autres. Et en général, les réactions qu'on a d'autrui confirment nos idées. Puis c'est comme une spirale ascendante, toujours vers le haut, vers quelque chose de bien. Et le contraire est aussi vrai. Les gens qui portent en soi des visions plus négatives, plus sombres de la vie, et même si c'est temporairement, parce que je pense qu'on peut toujours fluctuer, aller du côté sombre puis du côté plus éclairé, bien, ça attire aussi ça. Alors, il s'agit juste de réaliser que quand vous croisez quelqu'un qui ne sourit pas, à côté de quelqu'un qui sourit, bien, c'est quoi votre réaction naturelle? Hein? Se refermer sur soi quand on est face à quelqu'un qui ne sourit pas, puis on commence on est un peu paranoïaque, tous on se dit, bon, elle ne nous aime pas, j'ai quelque chose de pas correct. Puis quand c'est quelqu'un qui sourit, bien, au contraire, on se sent valorisé, on se sent bien. Alors, c'est ça qui se passe dans nos relations. Mais je trouve très, très important ce qu'on est en train d'échanger parce que je trouve que ça permet à nos auditeurs de réaliser que présentement, on veut créer la coupure, les êtres les uns envers les autres. Donc, on crée la peur pour générer une fermeture qui va générer une fermeture chez l'autre. Donc, sachant ce qui est à l'œuvre, on peut contrer ça en refusant puis en prenant une attitude que moi, je n'irai pas dans ce sens-là parce que j'ai besoin de lien comme l'autre en a besoin. Oui. Je trouve que de le savoir, ça nous permet de voir ce qui est à l'œuvre puis de faire des choix différents. Tellement, Myriam, je crois que la crise qu'on vit vient chercher en nous une intelligence émotionnelle ou vient la faire grandir ou apprendre à la développer. Et c'est mon regard que je porte continuellement sur ce qui se passe en ce moment. C'est si vous saviez comment c'est d'être intelligent émotionnellement que de ne pas tomber dans ce qu'ils veulent que vous tombiez, c'est-à-dire dans la colère, dans la haine, dans la division. C'est d'être intelligent que d'être conscient de ça à l'intérieur de soi, conscient que, bon, on se sent en colère, et puis sortir, parce que cette colère-là, elle n'est pas utile pour vous, elle vous détruit intérieurement. Alors, quand on est conscient de ça, je comprends qu'on a de la misère parfois à le faire, mais c'est vrai que le mouvement, c'est de sortir, puis moi, je suis convaincue qu'on va sortir de cette crise-là grandie dans la bienveillance, puis on va avoir apprivoisé ces mouvements-là. Puis je parle d'une intelligence parce que, tu sais, Myriam, moi, j'ai connu une psychologie qui prônait l'idée qu'être intelligent, c'était être pessimiste. C'était de reprocher à nos parents toutes sortes de choses. C'était d'avoir une vision très critique sur la société. Et ce qui m'a caractérisée, et c'est pour ça que j'ai été reconnue,
dans ma carrière, c'est ma vision différente qui est, sur un plan professionnel, beaucoup plus efficace, qui est de dire, oui, la souffrance existe, on va la regarder, on va en prendre soin, on va être empathique, on va avoir la compassion, mais on va être capable de reconnaître aussi qu'est-ce qui, dans ce qu'on vit, dans la personne que j'ai devant moi, qu'est-ce qui est efficace, compétent, beau, merveilleux, extraordinaire, et utiliser ça pour aider cette personne ou la société à s'en sortir, à traverser les moments difficiles. C'est l'approche que j'ai enseignée pendant un bon bout de temps à l'université, c'est l'approche que j'ai utilisée avec les gens et c'est ce que je suis aussi. Alors, j'aimerais tellement qu'on comprenne qu'être intelligent maintenant, c'est cesser de suivre la voie que vos gouvernements vous présentent. Tu sais, cette voie d'exclusion, cette voie d'isolement, c'est pas ça la voie qui va nous aider à sortir puis à retrouver le soleil, le printemps de à une époque qu'on appelle le Verseau, l'époque du Verseau. Alors, j'espère que je peux aider un peu à faire ce switch-là. Moi, je suis persuadée parce que au-delà de ce qu'on dit, au-delà des échanges qu'on a, il y a tout ce qu'on porte qui... Moi, je crois beaucoup à l'irradiation. Je crois beaucoup à l'émanation. Il y a des êtres qui émanent et tu en es. Et ta présence est nécessaire. En tout cas, moi, je t'ai aimé en te voyant, puis je suis très sensible à ça. Qu'est-ce que c'est? L'échange qu'on est en train d'avoir, je sens que je m'upgrade, je sors de quelque chose parce que pour moi, on vit tous nos périodes de contraction et juste de t'entendre fait qu'il y a quelque chose qui se verticalise à l'intérieur de moi. Donc, je suis certaine que pour nos auditeurs, ça va être la même chose. Puis, ça m'amène à te poser cette question-ci. Tu as enseigné pendant 25 ans à l'université. Tu as été reconnue comme une experte de la psychologie positive, en tout cas quelque chose qui touche à la joie. Mais est-ce que tu as fait de l'individuel au niveau de ta carrière? Toutes ces années-là, parce que toutes ces années-là, pendant 25 ans, j'ai eu une pratique privée auprès d'adultes. Alors, parce qu'à Sherbrooke, puis je trouvais ça bien, il fallait avoir une pratique pour ne pas parler à travers notre chapeau quand on enseigne aux étudiants. Alors, j'ai travaillé avec cette approche-là, une approche qui a évolué au fil de... J'avais la chance, dans le fond, d'étudier et de pouvoir être nourrie par mon expérience. Je pense que c'est quasiment plus mon expérience qui nourrissait mon enseignement. Tu sais, ces deux choses-là doivent aller ensemble. Alors oui, et la psychologie positive, c'est ça, je suis considérée comme la spécialiste ou la référence au Québec. Et c'est là-dessus que j'ai écrit aussi, là, sur le bonheur. Mais qu'est-ce que c'est la psychologie positive? Justement, c'est de dire, ben, dans l'être humain, il y a des côtés sombres, mais il y a aussi des côtés très positifs. Et jusqu'à maintenant, on s'est qu'intéressé aux côtés sombres, un peu comme en médecine, on s'est qu'intéressé à la maladie, mais dans chaque être humain, dans chaque société, il y a ce pan-là qui est si important. Alors, on se disait, si on comprenait mieux comment quelqu'un qui va bien, comment il fait pour aller bien, peut-être que ça pourrait nous aider à aider les gens qui vont moins bien. Alors, c'est ça la psychologie positive. On pourrait changer de terme pour une psychologie plus holistique, plus globale. Et c'est ça que j'ai enseigné, puis avec laquelle j'ai travaillé aussi. C'est un peu ce que j'essaie de faire ici aussi. Exactement. Exactement. Mais la question qui suit, c'est quand tu es en individuel avec des gens qui sont très contractés, qui ont vécu beaucoup, beaucoup de souffrances, qui ont eu des départs de vie difficiles, quand toi, tu as eu parce que tu dis tu as eu un départ facile, puis tout ça, est-ce qu'il y a un clash ou est-ce que tu es... Tu sais, je suis curieuse parce que, bon, moi c'est pas ça mon histoire de vie, puis je suis curieuse de savoir quand tout a bien été, quand ça a été plutôt favorisant, comment est-ce que tu arrives à rencontrer les gens qui n'arrivent pas à émerger, qui restent... Tu sais, l'image que j'ai dans la tête, là, c'est un 4x4 qui essaie de sortir de la boue puis qui s'enfonce. Comment est-ce que tu... Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'espère que je vais suivre le fil de ma pensée parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Tu sais, on disait jadis que ceux qui vont en psychologie, c'est ceux qui ont souffert, c'est ceux qui ont besoin de la psychologie pour apprendre eux-mêmes, c'est ça. C'était pas mon cas.
Et comment je fais, parce que j'y arrive, c'est que je vais dire un mot, je les aime, j'aime profondément la personne qui est devant moi. Et cet amour-là, elle fait que, puis c'est ce que j'enseignais, là, elle fait que je suis capable d'aller dans la boîte avec elle. Je disais aux étudiants qui essayaient de tirer les gens vers le haut, tu sais, parce que, bon, j'enseignais la psychothérapie, j'enseignais à des psychologues, des futurs psychologues, comment aider quelqu'un. Et puis, je voyais que souvent, le problème, c'est qu'ils se plaçaient au-dessus de celui ou celle qui essayait d'aider. Puis, je disais, non, allez avec eux dans cette boîte. J'utilisais ce terme-là, justement, aller dans la boîte avec eux. Faites pas juste leur tendre la main, puis non, allez-y. Alors, ça demande tellement d'empathie. Mais moi, c'est bon, pourquoi on est capable de faire ça, même si on n'a pas vécu de détresse profonde? C'est l'amour, c'est de les aimer assez, c'est d'avoir cette ouverture si grande, cette admiration pour l'autre aussi. Tu sais, malgré cette boîte-là, j'étais capable de voir en cette personne-là une valeur. Et c'est à ça que je me pose justement dans cette approche plus psychodynamique qui avait contaminé la psychologie pendant les 25 années où j'y étais. Là, c'est de dire on n'est pas au-dessus des gens, on est avec eux. Moi, je considère que chaque humain a une valeur et cette valeur est comme la mienne. Tu sais. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ce que je disais. D'ailleurs, les étudiants me demandaient. Souvent, je faisais des démonstrations en classe pour montrer ce que c'est. Puis, on vivait ensemble une expérience assez particulière, je t'avoue, Myriam, de l'ordre de quelque chose d'immatériel. Et les étudiants souvent pleuraient dans les interventions que je faisais. Puis là, ils me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé, Lucie? Et ce que je ne pouvais que dire, c'est l'amour, c'est j'aime. Et ça m'émeut d'en parler. Et c'est après ces questions-là que les étudiants me posaient que je me suis mis à écrire Le Fou, le dernier livre que j'ai écrit, parce que je cherchais à expliquer qu'est-ce que c'est cet amour-là pour l'humain qui fait que toi, Myriam, que tous ceux qui parlent et qui agissent en ce moment, qu'on soit devant la caméra ou pas, on fait ce qu'on fait en ce moment. C'est l'amour. Mais pour la personne, hey, là, tu es en train de me faire pleurer. Il faut croire que ça touche des cordes sensibles. Aïe, aïe, aïe. Mais la personne qui a tellement vécu de contraction, puis quand je dis contraction, je vois la fermeture, là, face à toute la détresse puis les difficultés, surtout en ce moment, moi, je suis beaucoup, beaucoup en train de faire ça pour tous ceux qui nous écoutent puis qui n'ont plus rien sur quoi, en tout cas, qui ne sentent pas comment s'accrocher. Puis la personne qui dit « je veux aimer, mais que j'y arrive pas, mon cœur, il n'est plus capable de s'ouvrir, ça fait trop mal. » Oui. On va fermer la porte du cabinet, on va se jaser. Mais la personne, tu sais, je pense à quelqu'un justement qui me demandait de l'aide dernièrement, puis elle me dit « je veux aimer, mais j'y arrive pas ». Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Oui, mais le réflexe qu'on a, c'est de donner des conseils à cette personne-là. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer tellement, l'aimer que cette personne-là va sentir cet amour. Tu sais ce que c'est, Myriam, d'être dans cette fermeture-là. C'est de vivre des choses, d'avoir des perceptions de soi-même, qu'on est moche, qu'on n'a pas de valeur, qu'on a fait des erreurs. Tu sais, toute cette expérience-là fait qu'on se referme. Hein? Et puis, on peut le faire. Ben, des fois, c'est de la façon qu'on parle, qu'on approche cette personne-là avec tellement d'amour qu'elle sent qu'elle a une valeur. Et c'est quand elle sent cette valeur-là qu'elle peut s'ouvrir. Puis c'est juste après qu'elle peut donner à l'autre. Je ne sais pas mais non, je vais me reprendre. C'est pas vrai ce que je dis. Parce que parfois, ce que j'ai... Excuse-moi, Myriam, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que on fait juste en parler, puis je réalise que le monde a tellement besoin d'amour, puis Oui. moi, je suis touchée de tes paroles, mais je sais que nos auditeurs vont l'être aussi, puis qu'il y a plein de monde qui vont pleurer dans leur salon. Puis ça montre à quel point on sent, quand je disais que tu irradies, ben on fait juste en parler de l'amour que tu portes, puis ça fait ça. Donc, les gens qui sont dans ton bureau,
puis que tu leur fais sentir peut-être pour la première fois de leur vie à quel point ils sont importants, à quel point ils sont valables, à quel point leur présence ici est importante, bien, ça vient ébranler cette carapace-là. oui. C'est vraiment ça, Myriam. Oui. Oui, puis tu sais, on pourra en parler longtemps, mais c'est même pas dans les mots. C'est vraiment dans la présence. Tu sais, je crois que ce que les gens perçoivent de moi, c'est pas juste ce que je dis, Non. mais c'est vraiment mon attitude, cette attitude-là d'accueil de l'autre. Les gens le perçoivent quand je suis avec eux, puis c'est ça qui se passe. Il y a un miracle qui se passe à chaque fois. Je vais être honnête, c'est des miracles, on peut en vivre beaucoup. Puis c'est ce que j'aimerais, dans le fond, qui se passe socialement, ce miracle-là. Mais on se perd dans les paroles, on se perd dans les gestes, alors que c'est beaucoup plus la présence, d'être là avec l'autre, de la regarder, puis dans son regard, de pouvoir dire « t'es une bonne personne ». C'est la confiance. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne regagne confiance en elle et c'est seulement dans la confiance qu'on peut s'ouvrir. Mais tu vois, justement, j'allais dire, des fois, c'est le chemin inverse qu'on fait parce que paradoxalement, parfois, je disais aux gens, va aider quelqu'un d'autre et c'est dans l'aide que tu vas apporter à l'autre que tu vas retrouver ta valeur personnelle et après cette confiance en toi. Alors que la psychologie traditionnelle a dit « occupe-toi de toi, puis après, tu pourras t'occuper des autres ». Mais ça ne marche pas comme ça. Puis ceux qui aident, ceux qui font du bénévolat, par exemple, savent. C'est dans cette expérience-là qu'on se sent d'abord compétent, utile et qu'on retrouve notre valeur personnelle puis qu'on se sent bien. Aider l'autre, ça nous fait autant de bien, sinon plus à nous qu'à l'autre. Alors, tu vois, les chemins de cette approche-là sont très différents de la psychologie traditionnelle et c'est mon grand bonheur, dans le fond, de pouvoir l'utiliser maintenant avec autant de personnes, si on peut dire, oui. que quand je le faisais là, à l'université ou dans mon bureau. Mais c'est ce qui prouve qu'on a vraiment besoin de toi en ce moment. Et là, toi, tu as enseigné, tu as fait de l'individuel comme ça pendant 25 ans. Tu as écrit 3 ou 5 livres, 5 ans. J'ai écrit 5 livres, mais 3 best-sellers, c'est-à-dire 3 livres qui ont été... J'aimerais ça que tu nous parles de chaque livre, si tu veux bien, parce que, en tout cas, sommairement, là, pour nous dire c'est quoi chacun, puis nous dire où est-ce que les gens peuvent les trouver, parce qu'on va mettre les liens. Oui. OK. Tout de suite, sur où est-ce que les gens peuvent le trouver, Myriam, moi, j'ai travaillé j'étais auteure aux éditions de l'Homme, qui est associé à Québécois. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais dernièrement, j'ai fait un choix politique, social, personnel, de retirer mes droits d'auteur du dernier livre, Le Fou, qui n'est plus sur les tablettes, donc. Alors, la seule manière de se le procurer, c'est que les 600 qui restaient, on les a donnés pour beaucoup. Parce que mon désir, c'était d'être cohérente du début à la fin, c'est-à-dire j'ai donné ces livres-là, je les ai rachetés à un coût moindre, mais je les ai donnés. Puis j'ai dit aux gens, profitez-en, utilisez cet argent-là pour vous aider si vous souffrez ou aider d'autres. Alors, je suis dans cette démarche-là et pour l'instant, les autres livres sont encore sur les tablettes ou vous pouvez les commander en ligne ou demander à un libraire de vous le procurer, là. Mais éventuellement, j'aimerais faire la même chose, les retirer puis les donner parce que c'est comme ça. Donc, c'est quoi les livres? Bon, le premier livre que j'ai écrit, c'était suite à mon PhD. C'est pas tellement important. C'était Apprendre autrement. C'est un collectif pour dire qu'on devrait s'y prendre autrement à l'université pour apprendre mieux. C'est quand même très intéressant parce que juste de t'écouter ta vision de comment apprendre, pour ceux qui veulent avoir une optique différente de... Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a encore. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se le procurer, mais je pense que je me demande si c'est pas possible de se le procurer en allant sur Internet. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas tellement grave. Ça, c'était aux presses de l'Université du Québec, je crois. Donc, mais peu importe.
apprendre autrement. Puis ouais, c'est ça, mon idée, ben, dans le fond, mon PhD m'a amené à comprendre que les gens apprennent pas en les isolant dans une université, dans une institution. Ils apprennent à partir de leur expérience. Pour moi, on devrait revenir vers l'apprentice, tu sais, être apprenti avec un mentor. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais après, ce qui est arrivé, c'est que j'enseignais depuis à peu près 20 ans. Puis je me disais, ce que j'enseigne, ça pourrait servir à d'autres, parce que les groupes sont quand même pas très nombreux à l'université. Alors j'ai commencé à écrire à partir de ce que j'enseignais sur le bonheur. Donc j'ai écrit Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. C'est un livre qui est écrit comme je vous parle, mais qui porte sur Le bonheur l'extraordinaire. extraordinaire. Je le note pour le mettre Ah, en je vois que ça défile, oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont demander c'est quoi les titres. Donc, Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. C'est un livre qui ramasse, dans le fond, tout ce qui existait à cette époque-là. Ça fait peut-être 10 ans, je ne me souviens plus, là. Quand est-ce que j'ai écrit ça? Sur le bonheur. Puis c'est écrit comme je vous parle, dans le sens que c'est fait aussi pour je dirais, pour que ça soit utile dans votre vie, là. C'est pas des recherches, là, juste pour citer des statistiques. Il n'y a pas de statistiques, d'ailleurs, ou presque dans ce livre-là. Puis après, j'ai plutôt écrit à partir de ma pratique. Et ça s'appelle « Soyez heureux sans vous casser la tête ». Je vous résume, c'est un long titre. Juste avant d'aller dans « Soyez heureux », le bonheur extraordinaire des gens ordinaires, la personne qui veut acheter ça, qu'est-ce qu'elle va trouver pour elle dans ce livre-là? Ça va changer sa vision de la vie, d'elle-même, de comment être heureux, parce que c'est ça, ça remet en question tout ce qu'on a appris en psychologie traditionnelle. Ça va y apporter une vision qui va être, je pense, assez significative. C'est les témoignages que j'ai eus, là, des gens qui m'écrivaient après avoir lu le livre. Une expérience assez significative pour changer des choses dans sa vie, puis être heureux. Et c'est la même chose pour le deuxième livre, qui était aussi là, un best-seller, c'était « Soyez heureux sans vous casser la tête ». Vous allez sur Internet, vous allez trouver ça. Allez à Lucie Mandeville, vous allez trouver ces livres-là. « Soyez heureux sans vous casser la tête ». Le titre est beaucoup plus long, mais en résumé, c'était les tactiques que j'utilise en pratique, mais que chaque personne peut utiliser pour eux-mêmes. C'est beaucoup pour des gens qui vivent des difficultés, comment s'en sortir facilement, on dit sans vous casser la tête, sans souffrir. Donc ça serait le livre que tout le monde devrait avoir en ce moment. C'est un livre qui est très accessible. Oui, c'est vraiment ça. Ça aiderait beaucoup. Je veux que les gens le notent, là, que s'ils se sentent dans une période où ils sont plus capables, parce qu'il y a des périodes de notre vie où est-ce qu'on a l'impression que les murs se ferment puis qu'on savait comment être heureux, puis là, on ne sait plus. Donc ça peut être on est dans des périodes, des fois, où est-ce que c'est comme si le voile de l'oubli s'épaissit tout d'un coup. Ça ne peut pas être plus pertinent que maintenant, je l'avoue. Donc, c'est pour ça que je veux que les gens puissent le noter. Comme ça, quand on est dans des creux de vague et qu'on cherche une liane pour s'accrocher, moi, j'appelle ça des prises de conscience. C'est bien dit. Là, donc, soyez heureux sans vous casser la tête. Puis en passant, il est dans la plupart des bibliothèques aussi. Ce n'est pas nécessaire d'aller l'acheter. Mais ce que j'espère aussi, c'est qu'on soit un groupe de partage. Dans le fond, ceux qui ont les livres peuvent les passer après à d'autres, s'il y en a moins en circulation. Ça, c'est les livres qui ont été très populaires. Puis, en sachant que j'allais quitter ma carrière de prof, j'ai écrit un dernier livre. Bon, même si je suis encore auteure, puis il y a 3 livres en production en ce moment, j'ai écrit Le Fou, qui est un livre tout à fait différent des autres, mais qui est celui qui me tient le plus à cœur parce que il est tellement approprié à ce qu'on vit en ce moment. Puis le fou. Puis tu sais, en passant, moi, je ne fais pas d'argent, là. Je ne fais pas ça pour gagner d'argent du tout, là. Et puis c'est pour ça que je vais les retirer puis les redonner à la société. Mais le fou, c'est quoi? C'est que justement, quand je vivais ces expériences-là en classe où tout le monde pleurait, puis les gens pleuraient, puis les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je ne pouvais que répondre, c'est l'amour. Je me suis demandé, mais comment expliquer ce que je vis, ce qui se passe? Et l'amour ou le bonheur m'a amené à m'intéresser à cette force puissante qui est immatérielle, qui se passe entre les gens.
et qui fait qu'on assiste à des changements, par exemple, qui fait que ce que tu décrivais tantôt, Myriam, quand on est très positif, optimiste, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire dans notre vie. Alors, pour l'expliquer, je me suis intéressée à deux choses qui peuvent paraître très éloignées du bonheur, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. C'est la physique quantique et les expériences de mort imminente. Wow. J'ai trouvé dans la littérature qu'on disait la même chose, dans le fond. Les gens qui meurent puis qui reviennent à la vie parlent de cet amour, parlent de ce monde immatériel comme la physique quantique s'y est intéressée. Et j'ai passé une année à m'y intéresser parce que pour moi, c'était complètement étranger. Et j'ai donc écrit ce livre-là dans ma propre démarche. Et je vous donne un exemple du type de démarche que je faisais. C'est que j'étais très intéressée au monde immatériel et pour moi, il était très présent dans la nature, entre autres. Dans la nature, je sentais cette énergie-là d'amour, de bonheur. Et ce que j'ai fait concrètement, c'est moi, j'habitais près du mont Offord et chaque jour, pendant une année, été, hiver, j'ai monté le mont Offord jusqu'à son sommet à l'aube pour assister au lever du soleil. Puis là, vous pouvez imaginer, là, l'hiver, je montais avant que les skieurs descendent. C'était, j'y repense des fois, puis je me dis, ah, c'est vraiment particulier. Et donc, à travers cet échange-là avec la nature, j'ai à la fois écrit sur la physique quantique, sur ces expériences de mort imminente, parce que les gens vivent ça. Les gens vivent un amour incommensurable, qui ne savent pas trop décrire. Puis, en physique quantique, on s'intéresse à cet immatériel, ce qu'on ne voit pas, mais qui existe vraiment, comme je pouvais le vivre dans la nature. Alors, le fou, c'est une histoire parce qu'on ne peut pas parler de physique quantique, c'est trop compliqué. Alors, je me suis dit, le mieux, c'est de raconter une histoire. Et c'est l'histoire d'un homme qui est un peu comme moi, un universitaire qui tente de sortir de ce monde de connaissances. C'est la seule façon d'accéder au monde immatériel, c'est faire fi de toutes ces connaissances et c'est ce qu'on a à faire maintenant. Dans cette période qu'on vit, à mon avis, pour comprendre ce qui se passe, il faut sortir de nos connaissances, s'éloigner pour réapprendre à partir de nous-mêmes, de nos intuitions, de nos instincts. Il faut renaître, en quelque sorte. Moi, j'appelle ça une naissance qu'on vit. Renaître aussi à l'existence. L'existence, c'est la réalité matérielle qu'on voit à travers nos sens, qu'on perçoit, mais qui existe aussi et qu'on ne perçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de cette capacité-là de percevoir l'immatériel. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus connectés à ça, même que moi, qui en parlent, de ce monde immatériel à travers lequel ils perçoivent des connaissances, ils perçoivent des visions, par exemple. Alors, je parle beaucoup. Voilà. Pose-moi des questions parce que là, j'ai trop parlé. Mais non, non, moi, écoute, je voulais que tu parles de tes livres, puis c'est drôle parce que cette année, je ne sais pas si ça t'intéresse un peu la numérologie, mais on est en année 6, mais on est aussi en 22, et le 22, c'est le fou. Et tout ce que tu dis sur ton livre, Le Fou, je me dis, là, le livre, tu dis que tu le donnes. Donc là, je m'attends à ce que les gens, ils vont avoir fini d'écouter notre entrevue, puis ils vont se garocher sur ton site pour savoir où trouver le fou. Et là, tu te dis, ben, il n'est pas disponible parce que tu les as rachetés puis tu les as donnés. Donc là, sont où ces livres-là pour ceux qui les veulent? Ils sont dans les mains de complotistes. Il faut aller voir les complotistes parce que moi, j'en ai un. Exactement, Myriam, tu as raison. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y en avait 600 au Québec, il y en a 400 en France qui n'ont pas encore été donnés. D'ailleurs, je pourrais donner les coordonnées, mais la France, c'est un peu loin pour les gens du Québec. Là. Oui, c'est ça. Mais, coûte plus cher de shipper que... Exactement. Ben, en ce moment, c'est ça, j'ai envie de proposer aux les gens qui participaient aux marches pour briser l'isolement. Ouais, ils ont donné ces livres-là, ont ramassé des sous, ont organisé des activités avec. Puis, mais j'avais l'intention de proposer à ces gens-là qu'une fois qu'ils auraient lu le livre, ben, qu'ils le fassent circuler parce que je pense que c'est ça, on a tous intérêt à comprendre un peu mieux ce qui se passe en ce moment. Puis c'est un outil, le fou, pour comprendre et aussi faire cette démarche personnelle-là, pour se libérer.
est-ce que ce livre-là pourrait se retrouver en PDF ou quelque part comme ça? Bonne question, Myriam. En tout Écoute, cas, on pourra en discuter, puis tu on pourras pourra en revenir discuter. là-dessus. J'ai l'intention d'ailleurs de le rééditer. Ça, c'est vrai. Ouais, j'ai communiqué avec quelqu'un, puis j'aimerais ça le rééditer avec le même système de contribution volontaire pour aider la société. Ben, on pourra en jaser, C'est de tout chaud. ça, puis peut-être revenir avec ça. Tu parlais tu t'étais intéressée aux expériences de mort imminente. Écoute, on Oui. pourrait jaser, toi et moi, parce que moi, Ah, j'ai été captivée par ça. Puis, tu as vu cet amour incommensurable. Est-ce qu'on peut dire que, tu sais, est-ce que tu es une fille qui est ouverte à la spiritualité? J'imagine que si tu t'intéresses à ça, tu te rapproches en tout cas de, de moi, l'essence des choses, n'est-ce pas? Moi, je le dis souvent, je suis une pragmatique essentiellement. J'ai les 2 pieds sur terre. Je me sens vivante dans la nature, mais à travers mes sens. Alors, c'est sûr que c'est important pour moi, cette vie sur terre, cette vie terrestre. Mais c'est évident que ce qu'on vit en ce moment, que l'écriture du fou m'a amené à m'ouvrir. Je ne sais pas le mot utiliser, j'ai envie même de ne pas utiliser de mots pour ça, parce que pour moi, c'est une expérience intérieure qui a lieu et je trouve ça fou qu'on fasse la guerre autour d'un mot, tu sais, Oui. qui pourrait être Dieu, une spiritualité, religion. Ça n'a aucun sens de se chicaner sur un mot. Alors, j'ose pas en utiliser, mais oui, c'est sûr que j'ai cette ouverture-là, mais aussi cette curiosité, Myriam, comme je dis souvent, il y a des gens qui sont plus familiers que moi par rapport à ça. Moi, je suis très humble par rapport à ça. Je fais juste mon travail actuel en Suède, là, c'est quand l'après-midi, j'ai fini l'école, je vais dehors, je regarde, j'admire, je suis captivée, je suis heureuse, je pleure, je suis pleine d'amour, alors je vis ça. Probablement que je vis ce qu'on appelle la spiritualité. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, de la même façon, je suis zéro religieuse. Je me définis comme spirituelle, mais en même temps, la définition, quelqu'un me dirait, c'est quoi la définition pour toi de la spiritualité? Je dirais exactement la même chose, d'être connecté à la nature, d'être essentiellement profondément vivant. Et quand tu parlais de comment tu aimais profondément les gens devant toi, que tu avais de l'admiration quand tu regardais dans leur, moi j'appelle ça nos petits vitraux, que tu voyais toute cette valeur personnelle-là, il n'y a pas de spiritualité plus grande. Puis effectivement, le mot Dieu a un égrégore épouvantable. Moi, maintenant, j'ai choisi de le remplacer par le mot amour et tu l'as tellement utilisé, Ah puis on ouais. sent que c'est vivant en toi. Donc, Pour moi, c'est pas différent. C'est ça. Ça serait le paradoxe le plus grand que de dire c'est Dieu, mais c'est pas autre chose. Alors, moi, quand j'étais jeune, je disais que mon église, c'est la nature. Puis, il y a tellement de gens qui sont éveillés à Dieu, qui ont, pour qui Dieu a un sens pour eux, mais je trouve ça admirable. Tu sais, ouvrons-nous à ce contact-là, cette connexion-là, quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, puis c'est juste bon. écoute, le temps file, mais j'aimerais savoir, bon, là, tu as eu une carrière florissante, tu as été beaucoup aussi dans les médias, hein, Ben, Lucie? beaucoup. Ben, On m'a fait parler, j'étais chroniqueuse, oui, c'est ça, j'étais à Radio-Canada, j'ai écrit aussi des articles, oui. donc, ça, c'est sûr que maintenant, comme ta tête a tourné de bord, ben, t'es jetable. Ça, on a compris que tu avais perdu tout le bon sens qu'on te trouvait tout d'un coup. Ah! Ben, je suis pas sollicitée, c'est vrai, sauf, c'est vrai, Denis Lévesque avait communiqué avec moi quand j'étais en Suède la première fois. J'ai trouvé ça très ouvert de sa part. D'ailleurs, c'était une belle discussion, je pense. Mais oui, c'est vrai, Radio-Canada, TVA, il se passe quelque chose là. J'entendais une journaliste dire qu'il y a un changement tellement grand dans le monde journalistique que donc je suis plus là. D'ailleurs, j'ai fait une dernière chronique. J'étais quand même active durant la pandémie parce que c'est comme ça. Je suis arrivée d'Afrique du Sud. La pandémie était déjà en place, la pandémie. Puis j'ai proposé mon aide à Radio-Canada. Est-ce que je peux aider? Ils ont accepté. Mais le jour où j'ai commencé à dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, dans la recherche, on n'aurait pas mis en place le confinement, tout ça. Alors le lendemain, on m'a remercié.
Et puis, je pense un jour plus tard, je travaillais pour c'est Le Soleil, il ne faut pas que je me trompe, La Tribune. En tout cas, je me trompe là. Je travaillais pour un journal, je faisais des chroniques. On m'a aussi remercié parce que j'avais participé à une manifestation contre la loi 61. Alors, j'aime le mot, on t'a remercié. Oui, on m'a remercié. Je suis convaincue que je reviendrai. Je suis convaincue que c'est une mauvaise passe, une très mauvaise passe qu'on traverse. Et est-ce que tu as pris ta retraite avant? Moi, je vais l'appeler la fraudémie, là, je vais oser. Est-ce que tu as pris ta retraite avant ou c'est tout ça qui t'a mené là? Ah non, non, j'ai pris ma retraite avant. C'est pour ça que je me retrouvais en Afrique du Sud. Dans le fond, ce que je fais, j'ai pris ma retraite de mon enseignement et dans ma pratique privée, sauf que j'avais dit à mes clients, tu vois, je pense que ça me décrit aussi, c'est tellement significatif qu'on vit ensemble, vous m'aidez, ça a du sens pour moi de vous aider. J'avais dit à plusieurs clients, ben, je peux continuer de vous aider sans que ça soit gratuitement. Alors, je le fais un peu, mais pas beaucoup, mais je n'avais pas arrêté d'écrire. Alors, je faisais des retraites d'écriture. Mais pour ce qui est des chroniques, en fait, c'était bénévole. Là, j'aidais bénévolement. Puis comme j'étais connue à Radio-Canada, ils ont accepté. Mais à ce moment-là, durant la fraudémie, on m'a dit bye-bye. J'étais très contente, Myriam, parce que c'était bénévole. Puis moi, ça me permettait justement de partir en Suède, faire ce que je veux, puis d'aider autrement. Je pense que, d'ailleurs, j'ai réalisé quand on a fait de la diffamation, parce que c'est ça, on a utilisé mon nom, on a fait des articles comme complotiste, on m'a traité de toutes sortes d'affaires qui ne sont pas tellement vraies. Alors, j'étais contente parce que j'ai réalisé, parce que je n'ai pas eu trop de commentaires négatifs suite à ces sorties publiques. Alors, je me suis dit, tiens, probablement que je peux aider plus de monde en étant là sur les réseaux sociaux qu'en faisant des chroniques à la Radio-Canada. Je ne sais pas si tu comprends, il y avait moins d'audience, je pense, à Radio-Canada Estrie que là. Toi, comment tu vis ça quand on te déprécie, quand on te critique, qu'on te tourne en dérision? Personnellement, comment tu vis ça? J'ai vécu une journée de gêne par rapport à mon voisinage. Quand ça sortit à Radio-Canada Estrie, quand je prenais des marches chez moi, j'étais gênée ce jour-là, parce que je me disais, oh, les gens ont écouté à la télé. Puis après, Myriam, c'était une libération pour moi. C'était libérateur parce qu'on porte une réputation. J'avais une réputation. Et là, il n'y en avait plus. Alors, je me suis libérée de cette réputation-là. Et moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je disais, je suis devenue quelqu'un, maintenant, je veux être personne. Je veux être une personne humaine. Et là, j'avais la chance de l'être. Alors, c'était libérateur pour moi. Et je ne sais pas ce que les autres ont vécu, là, que les autres qui ont eu de la diffamation dans les médias de masse, mais pour moi, c'était ça l'expérience, une libération. C'est vraiment inspirant. Et Lucie, en terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée en Suède et pourquoi la Suède? OK. C'est quasiment par hasard, c'est-à-dire que justement, j'avais plus de chronique à faire, alors j'avais prévu faire une retraite d'écriture en Finlande et c'était durant la COVID, mais j'avais prévu mon vol à Stockholm, qui est en Suède, en me disant, je vais traverser en bateau en Finlande. J'allais être sur une petite île en Finlande, entre la Suède et la Finlande. Et à ce moment-là, la Finlande avait fermé ses portes, avait annulé la retraite d'écriture, mais mon vol était réservé. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je savais ce qui se passait ici, alors je me suis dit, je vais profiter de mon temps ici pour m'intéresser à comment ce pays a décidé de fonctionner autrement. Et c'est ce que j'ai fait. Je devais rester 1 mois. Finalement, je suis restée 6 mois. J'ai acheté une maison pendant ce temps-là ici. J'ai tellement aimé les gens, la culture. Je trouvais ça très familier. Ça me ressemblait vraiment beaucoup. Pour moi, le Québec avait tellement changé. Le Canada était plus mon pays comme je l'avais connu, tandis que je retrouvais ici vraiment quelque chose de très familier, comme je dis. C'est pour ça que je suis ici. Je suis retournée au Canada. On a fait les marches pour briser l'isolement. C'est peut-être important d'en parler. Oui, je veux qu'on en parle. Parce qu'elles sont encore actives. Oui. C'est extraordinaire, ces mouvements de réunir les gens. Donc oui, je veux qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui a été l'élan
pour Ben toi oui, de dire... écoute. Ben, j'étais en Suède, je parlais, je faisais des vidéos comme je continue de faire, mais pour moi, c'était important de faire quelque chose de concret. Alors, pour moi, c'était clair qu'en revenant au Québec, j'allais faire quelque chose de concret. Ouais. Et moi, je me sentais pas seule. J'étais tellement en lien avec plein de monde, mais j'entendais tellement cette solitude-là. Combien de gens me disaient, je me sens seule dans mon coin, ma famille m'a renié, mes amis, je les ai perdus, tout ça, et ça m'a vraiment interpellée. Alors, j'ai plongé comme n'importe qui devrait plonger. J'ai organisé une première marche chez moi, dans mon coin, dans le parc du village. Et il y avait 10 personnes, et j'avais prévu le coup, il faisait moins 20 ce jour-là. Je les ai toutes invitées chez moi, même si on avait... À partir de ce moment-là, j'ai fait ça. Pendant mon séjour, le temps que j'étais au Québec, je disais aux gens, OK, je vais être à tel endroit, venez me retrouver. Et là, j'en profitais pour écouter les gens. Et ces gens-là se rencontraient. Et c'est vraiment un addon. On a commencé à faire une page Facebook pour les gens qui avaient été durant la marche, qui voulaient retrouver les photos qu'on ne voulait pas mettre en public. Il y avait tout un esprit de dénonciation à cette époque, il y a encore. Alors, ça a commencé. Puis là, je dois dire, Myriam, c'est pas grâce à moi que cela existe. C'est grâce aux gens qui, en ce moment, sont les administrateurs de cette page, les marches pour briser l'isolement, et qui font en sorte que ça perdure. Et tous les organisateurs de marches. Alors, une personne s'inscrit là, décide de faire une marche. Cette marche donne lieu à une activité, à des rencontres, et ces gens-là continuent de se voir, de se supporter, de manger ensemble, d'organiser ce qu'il faut organiser là. À mon avis, c'est des communautés de liens et d'échange de services et de biens. Pour moi, le monde nouveau dont on parle repose sur les petites communautés qui ont le pouvoir de se soutenir, d'être relativement indépendants de ce pouvoir, de cette autorité, cette illusion, cette histoire qu'on vous raconte. Alors, c'est ça la belle œuvre qui a lieu en ce moment, que j'admire aussi là, dans toutes ces personnes qui continuent le mouvement. Moi, j'en ai rencontré. À un moment donné, je suis allée marcher, puis j'ai rencontré un groupe qui ont fait « Hey, on est la gang des marches, puis tout ça. » Puis j'ai eu des gens qui m'ont parlé de leurs besoins des gens et je les ai envoyés à ces marches-là. Donc, les marches pour briser l'isolement, il y a un Facebook et il y en a à peu près dans toutes les villes. Oui, il y en a dans toutes les régions, puis c'est ça, j'entends souvent les gens dire « Ah oui, mais je suis dans une région éloignée, si vous saviez. » Il y en a dans les régions éloignées. Alors, puis s'il n'y en a pas, ben, on les met sur place. Je veux dire, on les met plutôt en place. Alors, chaque personne, c'est ça, Myriam, on est dans une période où on doit apprendre à sortir de notre zone de confort, de la passivité dans laquelle on a appris à être. On a appris à se reposer sur des instances extérieures à nous, sur des personnes extérieures qui ont un statut. On n'est plus là, il faut vraiment, si on a un élan, il faut suivre cet élan-là, puis on crée. Chacun de nous peut créer. Alors, c'est si simple de dire, OK, je vous invite, puis vous allez tous, une personne qui décide de mettre en place une marche dans sa région, elle vit ce que j'ai vécu quand j'ai organisé la première. J'ai eu peur. Je me suis dit, tout à coup, je me retrouve toute seule, c'est un peu gênant, mais on s'en fout de ça. S'il y a une personne qui vient, c'est déjà quelque chose, c'est déjà qu'on sort de l'isolement. Alors, c'est important de... C'est extraordinaire. Et comme tu disais si bien un peu plus tôt quand tu parlais du bonheur, de donner, de se sentir utile, ça augmente l'estime, ça augmente le sentiment d'utilité et à partir de là, on se sent plus heureux d'être. Vraiment, puis c'est là qu'on gagne la confiance, puis c'est des petites choses, c'est pas des grands objectifs. Des fois, les gens hésitent à être dans l'action parce qu'ils ont des aspirations très, très élevées. Il faut commencer par des petites choses, tendre la main, un repas, par exemple. Puis il se passe tellement des belles choses, Myriam. Moi, je suis en Suède, mais je suis tellement connectée avec ce qui se passe au Québec. J'entends tellement de belles choses, des groupes qui en ce moment sont ensemble, puis sont en train de créer ce monde nouveau auquel on aspire. Lucie, écoute, c'est sûr que ça ne sera pas notre dernière. En tout cas, si tu as le goût de... Parce que tu es quelqu'un qui irradie énormément. Tu es inspirante, tu es touchante, puis tu fais un bien fou. Tu fais un bien fou. Donc, merci d'être.
Merci infiniment de t'être prêtée au jeu, de te Ah ouais. détendre un peu. Merci Myriam, merci à toi. Tu es tellement généreuse. Tu sais, chacun, toi aussi, tu as pris en main ton rôle, puis tu as décidé de faire quelque chose qui, je trouve, est très personnel. Les gens ont besoin, tu le disais, là, ont besoin de savoir qui sont ces personnes-là qui parlent devant une caméra. Merci de faire ça. Puis je sais que tu es très active aussi, à la fois dans ta vie personnelle, dans la vie sociale. Alors, merci pour tout. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent, qui font le bien autour d'eux aussi. Pour moi, c'était ultra important de montrer l'enracinement, les racines, la profondeur d'être des gens qui tentent de donner la main, qui sont peut-être un peu plus en lumière, mais ça, on l'a tous, comme tu disais. Écoute, merci Merci Lucida. à toi. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, mes amis, c'était mon amie Lucie Mandeville. Quoi dire de plus? Chacun, comme elle a dit, on porte quelque chose d'unique en nous qui peut irradier, qu'on a à offrir. Et elle le fait à distance, elle le fait de différentes façons. Elle ose qui elle est. Et j'espère que cette émission, cette rencontre va vous avoir inspiré comme ça m'a inspiré. Je suis encore émue. Et ça, quand on est ému, ça veut dire que ça a bougé quelque chose. Donc, je vais aller m'asseoir un peu à regarder qu'est-ce que ça a bougé en moi, qu'est-ce que ça a touché dans mon humanité. Je vais vous proposer de faire la même chose et de la réécouter l'émission. Parce que, à ma grande surprise, même si Lucie, je sais que c'est une personne qui est pleine de ressources, c'est évident à la croisée. Il y a un cadeau dans cet entretien de cette puissance qu'elle porte, qui est l'amour universel. Et quand on veut parler de plus grand que soi, de Dieu, de spiritualité, ici, on le voit en action. Et pour moi, ça, c'est puissant. Et c'est exactement ce qu'on doit faire pour contrer la peur et la laideur à l'œuvre, c'est d'offrir notre cœur ouvert et notre amour. Donc, merci d'avoir été aussi nombreux à nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, je vous propose de partager parce que de partager, de commenter, c'est la façon dont on danse ce tango-là ensemble et ce qui nous permet de continuer. Merci et à la semaine prochaine pour une autre rencontre des plus inspirantes. À bientôt, mes amis. Bye bye.